Et de 4, quatrième victoire consécutive pour Lewis Hamilton. Et la dernière en date, donc, c'était ce week-end, le Grand Prix d'Espagne. On va en parler dans ce nouveau numéro du débriefing F1 sur motorstv.com avec évidemment Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, salut à tous. Ravi de te retrouver Jean-Luc, même si j'ai l'impression qu'un peu les numéros se suivent et se ressemblent. Il y a un peu de Tiens, ça. encore un doublé Mercedes. Tiens, encore une victoire Hamilton. Même si là, ça nous a un petit peu rappelé le scénario de Bahreïn. Oui. C'était intense à la fin. La comparaison est tout à fait méritée, effectivement, puisque heureusement, on a laissé toujours chez Mercedes les pilotes se battre. Et ça, à chaque fois, on ne saurait trop remercier Toto Wolff et Niki Lauda d'adopter cette attitude, parce que je crains malheureusement que si jamais un jour, ils en venaient à figer les positions et à attribuer le rôle de numéro 1 à l'un des deux pilotes, eh bien malheureusement, on aurait des courses extrêmement ennuyeuses. Voilà. Alors là, comment tu as vécu ce Grand Prix? Parce qu'on a le sentiment que il fallait rester jusqu'au bout, d'accord? Ah oui. Mais peut-être qu'avant, bon, c'était un petit peu pas passionnant, mais on savait, et toi tu savais, hein, quand tu le commentais sur RMC, tu savais qu'à la fin ce serait intense? Écoute, je l'espérais déjà, je ne le savais pas, ce serait prétentieux, mais dans la mesure où, lors du premier arrêt au stand, j'ai tout noté, hein, pareil, je peux vous retrouver les tours, etc., Oui. je crois que c'est 18e de mémoire pour le premier, on a vu que 18 et 21, on a vu que la monte pneumatique adoptée du côté de chez Mercedes, donc la stratégie qu'on attendait pour le dernier stint, comme on dit, c'est-à-dire après le deuxième arrêt au stand, était différente, donc on se doutait bien que le niveau de performance présupposé de Hamilton avec les pneumatiques les plus durs à flanc orange et de Nico Rosberg avec les pneumatiques les plus tendres, en l'occurrence les médiums à flanc blanc, seraient différentes. Et on espérait que de ce fait, eh bien, il y aurait un retour de Rosberg. On a eu ce retour de Rosberg. Comme il le dit lui-même, il lui a manqué 1 ou 2 tours peut-être pour être véritablement en mesure d'attaquer Hamilton. Oui, parce que alors, c'est ce que je voulais te poser. Quand je vois et j'entends que Rosberg dit « il m'a manqué un tour », moi, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que Au je suis moins. désolé. Au moins. Oui, voilà, au moins. Au moins. Parce qu'il n'arrive pas complètement à revenir. Non. Déjà, il n'est pas dans la zone. Non. Alors, de il arrive DRS. dans la zone de DRS, Ouais, une fois. fugitivement, Oui, voilà. mais on sait très bien que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises, on l'a vu avec les Ferrari, etc. Aujourd'hui, compte tenu de la manière dont la puissance est délivrée, compte tenu, j'allais dire, du package aérodynamique des monoplaces, et notamment là, même avec la deuxième ligne droite, je crois la plus longue du championnat du monde, 1 km, eh bien ça ne suffit pas, même à deux hommes qui sont logiquement équipés du même matériel, et je parle de la voiture évidemment, je ne parle pas des pilotes, ça ne suffit pas. Non mais tu sais pourquoi je dis ça évidemment, je fais référence à ceux qui l'ont vécu, au fantastique duel entre Nigel Mansell et Ayrton Senna, auquel on est obligé quand on revient à Barcelone. Côte à côte, hein, Voilà. dans cette ligne droite de Barcelone. Voilà. Bon. Et là, c'est vraiment du courage à Ouais. l'état pur, et c'est vraiment formidable. Bon, voilà, c'est des grands moments de la Formule 1. Donc là, on voit bien que c'est même pas une question de courage, c'est une question de capacité. Donc, malgré l'aspiration, ou plutôt grâce à l'aspiration et au DRS qui permet logiquement de gagner 10 à 15 km/h, eh bien, même entre équipiers, on a du mal à se dépasser. Voilà. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, moi, ce que je veux te dire, c'est que j'ai rien contre Rosberg, évidemment que non. Mais quand je vois qu'à Bahreïn, alors que paraît-il, il était aussi censé être mieux dans la fin de course, il n'est pas arrivé à gagner, il a réussi à doubler Hamilton, mais à chaque fois, celui-ci a repris l'avantage. Bah là, non, c'était pas à ce point-là non plus. Alors, je l'ai dit sur l'antenne de RMC, donc je me plais évidemment à le redire. Quand Christophe Cessieux, dans Intégral Sport, me demande qu'est-ce qui manque à Rosberg, ben, il manque une petite pointe de vitesse et il m'en voudra pas. Moi aussi, j'aime beaucoup Rosberg pour plein de raisons. C'est un garçon attachant, c'est un garçon qui est drôle, qui est intelligent, etc. Et puis on se dit que bon, s'il trouvait le petit manque qu'il a encore, ce que Hamilton a trouvé en qualif, tiens voilà, comment il a arraché la pole au dernier moment à Rosberg, qui d'ailleurs pensait l'avoir avec lui, eh bien non. Hamilton, voilà, c'est peut-être cette capacité à se dépasser extraordinairement et à trouver les ultimes millièmes, je dirais, pour être devant. Et là, on a bien vu que ça s'est joué aussi au départ. Parce que si jamais Hamilton avait raté son départ, bon, il était du bon côté de la piste. J'aime toujours à rappeler qu'évidemment, le poleman, maintenant qu'il n'y a plus Senna Prost, on met toujours le poleman du bon côté de la piste avec la meilleure adhérence. Donc le fait de partir de la pole, c'est un véritable avantage. Même si, je sais, contre-exemple parfait, évidemment, il y a notre ami Bottas qui, lui, parle du mauvais côté et qui prend un excellent départ. Bon, il y a toujours des contre-exemples dans la vie. À l'inverse, Ricciardo était mal parti. Bon, voilà. Donc après, on a bien compris que l'explication entre les deux hommes de chez Mercedes, elle allait durer. Si jamais les écuries concurrentes, et je devance peut-être une autre de tes questions, avaient des illusions sur le fait qu'en arrivant en Europe et pour le 5e Grand Prix, on allait peut-être réduire le gap entre les Mercedes et les autres, eh bien non. Bon, alors pour conclure sur ce sujet, dernière question. Ça fait 4-1 pour Hamilton, quand même si l'écart au championnat reste faible. 3 Ça points. fait 4-1, oui. Bon, 4-1 quand même en termes de victoire.
Et dans l'antichambre, avant le podium, il n'y a pas eu une grande discussion, hein. C'était pas une grande effusion de sentiments entre Rosberg et Hamilton. Alors je cherche peut-être la petite bête, mais qu'est-ce que tu en penses? Je suis de cet avis, c'est-à-dire que les deux hommes se connaissent extrêmement bien depuis leur préadolescence. Ils ont commencé à faire du karting il y a maintenant 13 à 15 ans ensemble. Ils se connaissent parfaitement, humainement, leur talent, leur capacité, etc. Donc il n'y a pas de problème entre eux. Je pense que ce sont des gens qui ne sont pas retors, qui ne sont pas pervers, qui sont motivés par leur sport. Maintenant, comme tu le sais, l'adversaire numéro 1 d'un pilote, c'est toujours son équipier, parce qu'il dispose du même matériel, des mêmes conditions pour s'imposer. Et je pense qu'effectivement, on va attendre qu'il y ait quelques, j'espère, confrontations comme à Bahreïn, parce que la différence avec Bahreïn, c'est qu'il y a eu dépassement, redépassement et redépassement. On aurait aimé que ce soit le cas. On va attendre qu'il y en ait d'autres comme ça, des frictions à haut niveau, pour voir si l'ambiance est toujours aussi idyllique. Je pense que, non, on ne peut pas parler d'amitié. D'ailleurs, les deux ne parlent pas d'amitié, ils parlent de cohabitation pacifique pour le moment, entre gens bien élevés. Mais est-ce que ça va durer? C'est comme ça qu'on a vécu les plus belles heures de la Formule 1 aussi. Alors je ne souhaite pas qu'ils s'arsouillent comme des soudards, hein. Mais bon, on va attendre. Et le prochain rendez-vous à Monaco, ça promet, parce que là, évidemment, au niveau du cadre majestueux, là... Et qui est le prince de Monaco régnant? Eh bien, c'est Nico Rosberg qui l'avait emporté l'an dernier. Donc, ça veut dire que là, il va mettre un point d'honneur à inverser, justement, l'ordre des facteurs et à devancer Lewis Hamilton sur un terrain que tout le monde juge comme étant l'un des plus radicaux et l'un des plus significatifs. Ouais. Allez, passons en revue les autres. Ricardo Vettel, 3 et 4. Bon, ça y est, donc Red Bull est la deuxième force du plateau? Yes, sir. Bon. C'est-à-dire que là, je crois que si on avait un doute, on a vu que Ricardo, une nouvelle fois, se tire à merveille et exploite, bon, certes, très loin des Mercedes, hein, une bonne seconde ou une seconde en qualif et en course, on a vu aussi l'écart énorme. Hein, on termine à 48 secondes quand même du duo des Mercedes séparés par moins d'une seconde, donc c'est quand même du très lourd en 66 tours. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, Ricardo, il est sans faille. On se plaît à se dire que quand même, il montait sur un podium en Australie avant qu'on l'en dépossède, de mon point de vue, de manière non légitime. Voilà, je vais y aller, je l'ai déjà dit, je le redis. Donc on l'a privé de quand même 18 points. Donc au championnat, je ne te dis pas où il serait avec 18 points supplémentaires. Donc Ricardo fait le boulot. Vettel, accablé par les problèmes techniques, il roule presque pas le vendredi. Encore un problème de boîte de vitesse le samedi qui le condamne à 5 places, il part 15e, mais il fait une course formidable. 4e en étant parti 15e, super. Génial, avec une super stratégie, 3 arrêts par parenthèse. Alors c'est marrant, cette stratégie à 3 arrêts, elle a fonctionné pour certains et pas pour d'autres. Oui, bon, alors je vais enchaîner parce que je vois à qui tu fais référence. Ferrari, bien sûr. Ou là, là, autant Ricardo Vettel, bon, ils étaient chacun un petit peu à leur niveau, puis ils ont terminé 3 et 4. Mais Raikkonen, Alonso, il y a une vraie bataille aussi sur la piste. Hein. Alors, tu me parlais de cohabitation. On cohabite parce que là aussi, on n'est pas du tout du même club, j'allais dire d'attitude, etc. On se demandait où était Raikkonen. Bon, on vient de le retrouver. Il était dans le baquet de la Ferrari ce week-end et je me plais à le souligner. Donc, on a retrouvé un Raikkonen combatif, qui devance Alonso en qualif, ce qui est pas mal devant son public. Bon, certes, on est loin. Là aussi, on est quand même 6 et 7. Bon, on va pas se réjouir, mais bon, c'est pas trop mal. En course, eh bien, Raikko a du mal à se faire battre. Il se défend bec et ongle. Tiens, on n'a pas la même stratégie. D'ailleurs, Raikkonen a posé la question après la course. Il a dit pourquoi lui 3 et moi que 2? On a mis Alonso quand même devant Raikkonen. Alors je pense que ça va laisser des traces peut-être malgré tout. C'est-à-dire qu'on a bien compris que c'est vrai que depuis le début de la saison, eh bien Alonso était globalement plus performant que Raikkonen, mais le niveau de performance des Ferrari, c'est une catastrophe. On termine à un tour. Voilà. Un tour pour Raikko. Alonso chez lui, quasiment un tour. C'est une humiliation. Et c'est pour ça que Alonso, qui jouait pas les flambards avant le Grand Prix, a dit faut pas mentir aux fans, faut pas mentir à... Ils sont nombreux ici. Je ne gagnerai pas la course, je serai sûrement pas sur le podium. Ouais, ça fait un peu mal au cœur quand même. Alors je voudrais qu'on parle quand même de Romain Grosjean. Alors il y a peut-être des places d'honneur qui valent autant que des podiums. Et j'ai le sentiment que ça a été un petit peu le cas ce week-end. Parce que sa 5e place en qualif, déjà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient parié ça. Et puis en course, solide. 8e, certes, un petit peu en dessous de sa place en qualif. Mais ça y est, il a montré que Lotus, peut-être, il y avait quelque chose à aller chercher au fur et à mesure des courses. Là. Absolument, mais je souscris tout à fait à ce que tu dis. C'est-à-dire que là, c'est Romain qui a été la chercher. Parce que certes, et on l'avait dit ici même, vous pouvez réécouter, c'est l'avantage des débriefings F1, on l'avait dit depuis le début de la saison, il faudra
au moins 4 grands prix et on va attendre l'Europe pour que Lotus émerge. Pourquoi ? D'abord, il ne s'agit pas d'être grand clair, il ne s'agit pas d'être génial, il s'agit juste de penser que le handicap des 3 jours d'essai auxquels ils n'ont pas participé à RRS se comble petit à petit, ce qui est logique. Deuxièmement, et je l'avais dit aussi, Renault travaille énormément. Donc globalement, le moteur Renault, même si je persiste à penser malheureusement qu'il est pas très loin des Ferrari, mais il est loin derrière les Mercedes, ça c'est sûr. Donc comme il s'améliore pour les Red Bull, il s'améliore également pour les Lotus Renault. Et puis chez Lotus Renault, on était tellement loin, on était nulle part qu'on ne peut que progresser. Donc là, après Romain fait un exploit, vraiment, je pèse mes mots, il fait un tour super en qualif, 5e, c'est génial. Même si on se doutait bien que l'auto étant mal équilibrée, ça allait être moins bien en course, ça a été moins bien, mais il a sauvé les meubles, il est dans les points, 4 points c'est toujours bon à prendre, et puis ça redonne le goût. Maintenant, l'objectif minimal de Romain, et même Maldonado, parti dernier, est remonté, c'est d'être dans le top 10, et on peut toujours rêver d'aller dans le top 5, mais il y a un petit peu de monde devant quand même. Tiens, un top 5, Bottas 5e, bien. Alors que Massa, il est passé complètement à côté de sa course. Oui, 3 arrêts pour Massa. Alors justement, là, c'était pas la bonne stratégie. Bottas, super. On en parle peu de ce garçon, mais au début, il se défend bec et ongle par rapport à Ricciardo, qui est manifestement plus rapide d'ailleurs, mais il se défend très bien. Il a une voiture qui est bien réglée, bien équilibrée pour lui, et il relève le gant par rapport à Massa, tu l'as dit, et de la plus belle des manières. C'est un garçon sur qui il faudra compter. Valtteri Bottas, c'est un très bel espoir. C'est une sorte de Hülkenberg, tu vois. Voilà. Lequel a été devancé par Pérez, tiens. On le signalera, mais enfin, ils sont tous les deux dans les points, bravo à eux. Ce qui n'est pas le cas des McLaren. Je ne sais pas s'il va pas falloir quand même tarder. Des quoi, tu sais, je te l'ai fait à chaque fois. Des qui ? Oui, ils étaient là. On l'aime bien cette équipe, elle est prestigieuse, elle représente beaucoup dans l'histoire de la Formule 1. Mais enfin, peut-être qu'à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Là, en ce moment, c'est une quasi-crise là qu'ils sont en train de traverser ou pas ? Écoute, je crois qu'ils étaient presque trop bien partis, c'est-à-dire qu'on les a vus. Ils ont 43 points au classement général provisoire au championnat constructeur, dont 33 acquis en Australie, miraculeusement, il faut bien le dire, parce que certains ont abandonné, et pas des moindres. Vettel et Hamilton, ça commence à dégager le terrain. Et puis, ça s'est bien passé pour eux, tant mieux. Mais manifestement, cette équipe McLaren-Mercedes, à ce moment-là, a obtenu des résultats un peu surcotés. Donc là, malheureusement, on ne progresse pas, ou j'oserais dire, on progresse moins que les autres, donc on régresse. Parce que du côté des autres, utilisateurs de moteurs Mercedes, faut-il le rappeler, je ne suis pas loin de penser que McLaren, ce sont les moins bons utilisateurs de Mercedes. Alors, je vais être cruel, malheureusement, l'effet Ron Dennis et l'effet Eric Boulier, là, on l'attend pour le coup. Parce que là, maintenant, il va falloir se reprendre, les garçons. Ils le savent très bien. Parce que je sais bien, on attend le moteur Honda. Et on espère faire d'ailleurs, on l'a révélé, on espère faire des premiers essais avec Honda en toute fin de saison. Les premiers essais à la fin de la saison. Mais bon, la route, elle est longue encore. Il y a quand même encore 3 quarts de championnat à vivre. Alors, dernière question, Jean-Luc, parce que tu en as parlé ce week-end sur RMC et tu as eu raison, parce que ça frappe l'imagination et on n'a peut-être pas mesuré à quel point donc ça avait changé, la Formule 1, les temps autour. Tu as fait un comparatif avec le GP2 et c'est terrible. Alors, c'est horrible. Tu as deux niveaux de lecture. Vas-y, je te laisse le dire et nous dire surtout ce que tu en penses. Premier niveau de lecture, c'est tout simple. Je prends les temps de la qualif. Stéphane Rickelby, le plus rapide avec la DAS. Ce week-end, en GP2. En GP2, sur le même circuit, tout pareil. Avec le temps qu'il raise, 1:29,293, il est 19e sur la grille de Formule 1. Il est dans la grille. Il est dans la grille F1. Et donc, à l'inverse, le dernier temps de la Formule 1 2013, c'est Charles Pic. Il est poleman. Il est poleman. Poleman cette année ? Poleman cette année. Donc là, il y a un vrai souci. Là, moi, je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut, mais la Formule 1, là encore. Et moi, je prêche, je ne suis pas en train de la dénigrer une nouvelle fois. Je crois qu'il ne faut pas se tromper quand certains reprochent toujours les mêmes aux journalistes de faire. Non, on est là pour réagir, on défend notre sport, on défend la Formule 1. On a envie que la Formule 1 soit enthousiasmante, performante et que les fans, les auditeurs, les téléspectateurs, vous qui regardez le débriefing F1, vous soyez passionnés. Et là, on tire une sonnette d'alarme. La baisse de performance, elle est trop importante. Une nouvelle fois, je me répéterai, parce qu'on a joué sur plusieurs registres et c'est trop. On a joué sur ce nouveau Power Unit, je veux bien, pour aller dans le sens du poil, du temps, etc. Mais réduction de cylindrée, grève d'un turbo limité, contrôle permanent de la consommation, etc. Et aérodynamique limitée, ça fait trop. On a perdu. Pérez a dit qu'il y avait aussi les pneus.
Oui, alors je suis D'ailleurs, certain. chez Pirelli, Oui, oui. ils ont Non, mais été moi je vexés d'entendre souscris ça. aussi, Ah oui, c'est oui. des pneus en bois. Ouais. D'ailleurs, ça explose plus. Ouais. On n'a plus de problème, mais on n'a pas d'adhérence. Mm. Tous les pilotes se sont plaints avec la réduction de l'appui aérodynamique, d'un manque d'adhérence. Il y a au moins 2 secondes dans les pneus. Bon, Comme enfin. on dit toujours, tu sais, il y a des secondes pleines dans les Ouais, pneus. ouais, c'est ça. Donc il y a un vrai problème de Bon, et pneumatique. tout Je suis ça forme désolé. donc cette panoplie qui fait que Voilà. la F1 Et est au moins niveau performante, Oui. et moins enthousiasmante, et moins voilà. Donc alors maintenant, on va mettre des artifices pour retrouver du son. C'est quand même un paradoxal. Donnons-leur déjà des tours minutes, et on leur redonnera des décibels utiles. Au lieu de prendre 10 500, 10 008 en permanence, on aura des moteurs qui prendront 15 000, c'est-à-dire la limite tolérée par le règlement. Et tu verras qu'à ce moment-là, on parlera moins du bruit déjà. Donc là, c'est un cataplasme sur une jambe de bois. On fait du bruit artificiellement derrière, alors qu'il faudrait redonner du régime au moteur pour avoir de la puissance, donc leur redonner de la consommation. Je crois que c'est clair. CQFD. Et je ne suis pas ingénieur, mais ça, je l'ai compris depuis longtemps. Bon ben voilà, hein, on ne change pas les bonnes habitudes, on dit ce Surtout qu'on pas. pense sur le débriefing Bah oui. F1. On Et est il là y a pour pas ça. de langue de bois. Non. Bon, bah écoute, merci Jean-Luc pour toutes ces lumières que tu nous as apportées. Et j'avoue qu'on a déjà hâte de se retrouver après le Grand Prix de Monaco. Parce que là, Attention. c'est quand même un des hauts lieux de la saison. Bien C'est du évidemment. lourd, c'est du Bon. lourd. Et il y aura les 500 miles d'Indianapolis le Oui, même jour le même qu'on jour. aura le plaisir de commenter avec Patrick Rivet. Tout Donc à là, fait. ce sera une grande et belle Avec journée. un Simon Pagenaud qui a peut-être gagné la course d'Indy sur le Celle circuit, qu'il fallait, celle qu'il j'allais dire F1. Oui, hein, Ah, et ouais. donc on se prend à rêver. Et Sébastien Bourdet, 4e. Ouais. Donc les Français, peut-être en Oh là là. mesure, en tout cas, Tu te rends compte ah l'exploit que ce ce serait serait extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Bon, bah écoutez, on en reparlera. Ah, s'il y a une victoire française d'Indianapolis, il y a un débriefing spécial. Là, Ah oui, oui, je ah dis oui, que ça oui. vaudra le coup de On- revenir sur cette on course. ira. Historique, qui serait historique. On ira. Bon, bref, allez, c'est bon. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de votre passion sur motorstv.com en l'occurrence pour le débriefing F1. Salut. Salut.